Bonjour et bienvenue dans Paris Studio. Le 1er juillet marquait le 25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine après un siècle et demi de présence britannique. 25 ans, c'est aussi à peu près l'âge qu'avaient les deux invités de cette émission lorsqu'ils ont découvert la Chine. L'âge des découvertes, dans un pays où tout leur semblait possible, ils en ont fait un livre pour partager leur passion pour ce pays et inviter d'autres Européens à venir le découvrir. Bonjour à tous les deux, Mathilde Aubineau et Philippe Branche, et merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Je vous présente tout de suite à nos téléspectateurs. Mathilde Aubineau, vous êtes diplômée du CELSA, une grande école de communication, et vous avez été responsable en relations publiques, et aujourd'hui vous enseignez la communication à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, et vous avez créé un site internet qui s'appelle Les Audacieux, où vous parlez de leadership. C'est bien ça? Oui, la saga des Audacieux qui est devenue un livre. Qui est devenu un livre, d'accord. Et d'ailleurs, vous avez écrit d'autres livres depuis, je crois. Et vous vous êtes rendu en Chine à plusieurs reprises. Vous, Philippe Branche, vous êtes un sinophone, un ancien élève de Sciences Po et de l'ESSEC. Vous avez également été étudiant à Pékin, à l'université de Peita, je crois. Exactement. Et puis, voilà, vous avez vécu en Chine, dans plusieurs villes de Chine, et notamment à Hong Kong. Et donc, tous les deux, vous avez coécrit un livre qui s'intitule « Mieux comprendre la Chine », dans lequel vous donnez des éléments de compréhension, 10 clés de compréhension pour mieux appréhender ce pays. Alors, donc on va parler ensemble de Hong Kong, puisque cette émission va porter sur l'anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, le 1er juillet 1997. Alors, Philippe Branche, Mathilde Aubineau, vous êtes très jeune, hein, on peut le voir. La date de la rétrocession devait à peu près correspondre à votre date de naissance, à peu de choses près. Quelques années près. À quelques années près quand même. Pour vous, qu'est-ce qui évoque cette date, Mathilde Aubineau, pour commencer? Alors, cette date de juillet 97, elle est très importante. C'est une page qui se tourne pour Hong Kong, pour la Chine, pour les relations qu'il y a eu aussi avec l'Angleterre. Donc c'est vraiment un moment clé, un moment tournant, puisqu'on peut remonter aussi dans l'histoire, pour ceux qui aiment l'histoire, à l'époque de la dynastie des Qing aussi, comment on arrive à finalement, avec cette rétrocession, à recréer, à s'inscrire aussi dans l'histoire et à proposer une autre grille de lecture. Vous voulez ajouter quelque chose, Philippe Branche? Oui, alors moi, malheureusement, je n'ai pas exactement de souvenirs exact en 97, mais il est vrai que comme dit Mathilde, c'est un vrai moment tournant pour la ville de Hong Kong, pour son histoire, donc le retour, on va dire, vers la Chine continentale, et notamment aussi en fait une période de très grande prospérité. Le retour à la Chine a marqué en fait des années très glorieuses d'un point de vue de la croissance de la ville, une ouverture à la fois donc vers la Chine tout en restant ouvert vers le reste du monde. Donc vraiment une date charnière aussi d'un point de vue économique pour Hong Kong. Oui, c'est un sujet qui vous intéresse parce que vous travaillez dans la finance. Exactement. Vous avez travaillé à Hong Kong, notamment dans la finance. Exactement. Donc, je travaille pour un family office chinois à Hong Kong. Donc pour Qu'est-ce que c'est un family office? Un family office, c'est une entreprise chinoise qui s'occupe d'investissements pour des personnes qui ont, on va dire, beaucoup de revenus. Donc, c'est un milliardaire chinois. Et on l'aidait justement à diversifier ses investissements. Donc Hong Kong était vraiment ce lieu idéal où en fait il y avait donc une famille chinoise qui essayait d'investir un petit peu, de diversifier ses actifs et s'ouvrir vers le monde. Et Hong Kong correspond vraiment à cette ville à la fois donc très chinoise, mais toujours avec cette ouverture particulière que l'on trouve à Hong Kong. Voilà, exactement. Donc Hong Kong, si on peut résumer, c'est 5000 ans de tradition chinoise, 150 ans environ d'influence britannique, et puis à présent, 25 ans de retour à la Chine. Mathilde Aubineau, pour être allée quelques fois à Hong Kong, d'après vous, quelles sont les spécificités de cette région? Alors, c'est ce que vous avez dit, en effet, c'est à la fois ce lien avec la Chine continentale, mais aussi
son expérience avec l'Angleterre, ça fait de Hong Kong une île très syncrétique. Elle a réussi finalement à faire la synthèse de ces différents apports, de ces influences, et ça se manifeste sur plusieurs plans. Le plan juridique avec l'influence de la common law et le plan financier, puisque c'est une grande place financière aussi dans le monde. Ça manifeste aussi un véritable intérêt. On le voit aujourd'hui avec les acteurs de la tech qui investissent beaucoup à Hong Kong. Donc voilà, c'est un signal extrêmement fort. La première fois qu'on s'y rend, il s'y passe quelque chose et on a envie d'y retourner. Voilà, c'est ça que je retiendrai en particulier. Philippe Branche? Oui, moi j'ajouterais un élément, on va dire, évident pour les sinophones, c'est linguistique. C'est bien sûr le cantonais que l'on parle, et en fait c'est une analyse qu'on peut voir à deux niveaux, donc à la fois dans le langage oral, mais ce qu'il y a de très agréable quand on aime le chinois, c'est qu'en fait les caractères sont des caractères classiques. Donc les panneaux en fait, de circulation quand vous vivez à Hong Kong sont en chinois, on va dire traditionnel. Donc quand on a étudié le chinois, ça peut être un peu déroutant, mais en même temps, donc on voit là, c'est assez intéressant si on regarde donc Hong Kong, il y a ce côté donc ville extrêmement moderne, tournée vers l'avenir, et justement qui a gardé de très fortes traditions, notamment par l'écrit et aussi cet usage du cantonais qui est très particulier que peu d'endroits dans le sud de la Chine ont encore gardé. Et qui coexiste aussi avec le mandarin, parce que j'ai oublié de préciser, vous êtes sinophone, mais vous parlez le mandarin et non pas le cantonais. Voilà, alors j'ai essayé d'apprendre le cantonais, avec des succès, on va dire, relatifs, mais c'était extrêmement intéressant. En fait, c'est une langue un petit peu plus compliquée, avec plus de tons, mais effectivement, les deux coexistent aujourd'hui. Il y a un fort progrès du mandarin aujourd'hui à Hong Kong. C'est même devenu en fait indispensable. Donc, si quelqu'un veut venir travailler à Hong Kong en finance, je lui recommanderais très fortement le mandarin. Et puis l'anglais est toujours très présent. Bien sûr, toujours, je pense que l'anglais c'est la condition sine qua non, c'est un outil plus qu'une langue, c'est vraiment un élément indispensable. Mais vraiment, oui, le mandarin est vraiment quelque chose d'indispensable maintenant, je pense, aujourd'hui, si on veut s'installer à Hong Kong. Alors que ce n'était pas forcément le cas, comme on parlait en 97, justement, au début, juste après la rétrocession, on pouvait juste ne pas complètement ignorer le mandarin et trouver un emploi assez facilement. Alors, on a bien compris que vous étiez tous les deux des passionnés de la Chine. Pourtant, rien ne vous destinait, à ma connaissance, en tout cas vous allez peut-être me dire le contraire, mais à vous rendre sur place. Qu'est-ce qui a été votre porte d'entrée vers la Chine? Comment est-ce que vous avez commencé à mettre le pied sur le sol chinois? Alors, de différentes manières, alors notamment grâce à Philippe. Je suis allée lui rendre visite une première fois à Shanghai. Donc, ce qui a été intéressant de voir ça, c'est tout ce qui se joue là-bas, à Shanghai notamment, toute cette énergie, tout cet élan. Et on s'est dit, il faut qu'on en fasse quelque chose, il faut qu'on raconte autrement cette Chine qu'on voyait au quotidien, semaine après semaine, à travers les littératures, à travers la culture. On a eu l'occasion de voyager. Je pense à Suzhou, par exemple, une ville qui n'est pas très loin de Shanghai. Il y a une phrase qui dit quelque chose de la sorte « Il y a le paradis et Suzhou sur terre ». Et voilà, les jardins, la façon d'être, c'est une philosophie, une façon de se comporter, de tisser des liens qui est vraiment fascinante, et on a eu envie de creuser, d'en savoir davantage, et c'était l'occasion de retourner à plusieurs reprises avec enthousiasme. Donc vous, c'est Philippe qui vous a finalement permis, entre guillemets, d'entrer en Chine, et vous alors Philippe? Alors moi c'est un peu, je dirais, le hasard, parce qu'à priori rien ne me destinait aux Chinois ni à la Chine a priori, enfin mes parents ne sont pas sinophones, donc c'est un petit peu, on va dire, j'ai fait un stage à Shanghai, j'ai commencé à apprendre le chinois et on va dire c'est la langue qui m'a attiré vers la Chine. J'ai été pris de passion véritablement pour l'apprentissage du chinois, donc j'ai décidé après ce stage de retourner donc, à Pékin pour vraiment passer du temps, pour m'imprégner, on va dire, de la langue et de la culture chinoise, et j'ai reçu une bourse du gouvernement chinois pour étudier le mandarin, donc à Beijing Yuan Daxue. Et donc ça a été vraiment un des moments, on va dire, les plus forts, on va dire, dans ma relation avec la Chine. C'est quand je me suis vraiment imprégné à coup de 6 heures par jour de mandarin, vraiment dans un environnement idéal. Et voilà, donc le début d'une histoire d'amour qui a commencé, comme beaucoup d'histoires d'amour, par le hasard.
Alors j'ai lu des posts des blogs que vous écrivez, parce que vous écrivez beaucoup tous les deux, ensemble souvent d'ailleurs, et puis séparément aussi quelquefois. Vous avez écrit des livres et puis des posts de blog. Et j'ai lu que vous aviez indiqué que, alors je cite, « Jeunes diplômés, nous avons ressenti le besoin d'approfondir notre connaissance de la Chine ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Est-ce que vous vous sentiez trop à l'étroit en France? Alors, quand on sort d'école, on a 24, 25, 26 ans et on a le monde à conquérir. Alors, parfois, c'est l'Hexagone, parfois un peu plus, mais on se dit qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me porte aussi. La Chine, par exemple, on l'aperçoit dans les médias, dans les films, de temps en temps aussi, et ça suscite notre curiosité. On a tous les deux, notamment en trait de caractère, la curiosité en commun. On a eu envie d'en savoir plus. Et voilà, et de comprendre comment ça se passe, quels sont les rouages aussi. Et c'est un moment, finalement, on est encore... tout est à apprendre, tout est à construire, tout est à inventer. Et c'est une période qui est formidable. Et la Chine est un terrain de jeu par excellence pour pouvoir se réaliser. Oui, et moi, vous voulez compléter peut-être? Oui, moi ce qui m'a en tout cas le plus, on va dire, attiré, c'est le dynamisme chinois. On a vraiment l'impression, enfin en tout cas moi quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que l'avenir était vraiment en train de s'écrire dans les villes comme Shanghai, Pékin. Il y avait un dynamisme, une ouverture d'esprit, une rapidité chinoise que l'on n'avait peut-être pas en Europe. Il y a un avant et un après. Voilà, c'est ça. Il y a eu un avant et un après cette venue en Chine. Et donc vraiment, c'est ça qui avait de particulièrement, ce dynamisme, cette énergie chinoise si particulière que j'ai vraiment ressenti et apprécié, on va dire. Voilà. Une sorte de bouillonnement qu'on trouve aussi à Hong Kong d'ailleurs. Et exactement, voilà, une sorte de... Tout change en fait très très rapidement, à l'opposé donc d'une vie parisienne où voilà, on va revenir après 10 ans, je suis sûr je reviendrai dans 10 ans dans Paris, Paris sera la même, alors que Hong Kong ou Shanghai, bon, ce sera une autre ville. L'esprit sera encore le même, mais on va dire les bâtiments, l'architecture aura été radicalement changé. Donc ça, c'est quelque chose de... En fait, quand on est jeune, c'est ce dynamisme-là qu'on aime, qu'on cherche à capter et qui peut être très, très enrichissant. Est-ce que vous avez des anecdotes à partager sur votre vision des conditions de vie à Hong Kong? Parce que alors, c'est une ville qui a aussi d'autres particularités. On peut parler du problème du logement, qui est un problème, je crois, à Hong Kong, avec des logements qui sont assez chers et des gens, à part les personnes très aisées qui vivent dans des petits logements, ça peut être des conditions de vie parfois difficiles, mais c'est aussi une ville particulièrement moderne, où on dit que tout fonctionne très bien. Notamment, on parle souvent du métro de Hong Kong, qui est, je crois, un des meilleurs du monde. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans la façon de vivre à la hongkongaise, Mathilde Obino? Alors, en effet, les premières fois, on se rend dans des appartements, les tailles sont petites. On se rend dans des appartements de 12, 13, 14 mètres carrés. Donc, on ne s'y attend pas forcément. Il y a une vraie question par rapport à l'immobilier. Comment on arrive, pour les prochains mois, les prochaines années, à trouver une stabilité. En revanche, un point qui m'a marqué, c'est la question du coût de la nourriture, qui, pour le coup, est beaucoup moins élevé. Presque un effet compensatoire entre les deux. Voilà, c'est la petite anecdote culinaire pour ceux qui sont gourmands et gourmets comme moi. Et puis il y a beaucoup de spécialités hongkongaises très intéressantes aussi. Voilà, comme les dim sum, voilà, on a l'impression de voyager rien qu'en entendant Philippe Branche. Ce qu'il y a en fait de très intéressant à Hong Kong, c'est que paradoxalement, c'est une ville très verte. Alors c'est unique au monde, donc on est dans un des hubs les plus importants de la finance mondiale, où énormément de transactions, d'IPO sont faites à Hong Kong. Donc si on est à Central et qu'on prend un taxi, on va dans le sud de Hong Kong et à 15 minutes, on se retrouve à la plage et il y a vraiment en fait cette culture, on va dire, environnementale à Hong Kong qui est extraordinaire, où la nature est vraiment préservée. Donc c'est une ville vraiment, on va dire, à deux visages, un visage ultra moderne, souriant, dynamique, et ce Hong Kong, on va dire, de l'envers, ce Hong Kong avec des plages, je pense aussi même aux nouveaux territoires un peu plus au nord qui sont vraiment, vraiment merveilleux et qui valent la peine d'être visités et avoir en fait ce Hong Kong biface. Vous avez travaillé en finance à Hong Kong et puis à Paris et je crois maintenant à Zurich. Est-ce que vous avez quelque chose vous a frappé dans la différence de façon de travailler à Hong Kong par rapport à ce que vous avez pu connaître en Europe? Oui, moi je pense qu'il y a des différences
assez radicales, enfin, en fait, qui sont d'origine culturelle essentiellement. Je pense notamment au guanxi, qui est très important lorsque l'on fait du commerce. Donc c'est le mot chinois qui signifie relation. Réseau, c'est assez compliqué à cerner, mais c'est en fait l'importance du relationnel lorsque l'on fait du business, quelque chose que l'on n'aura pas. Dans la culture occidentale, on aura une tendance à avoir une approche assez contractuelle du business, alors qu'en fait en Chine, on a un côté plus personnel que j'apprécie en fait aussi personnellement beaucoup. Il est très important lorsque l'on fait du business d'avoir une relation de confiance avec cette personne, et les Chinois sont extrêmement doués. Enfin, c'est un héritage confucéen très ancien. Vous avez abordé ça dans le livre que vous avez coécrit sur comment mieux comprendre la Chine. Mathilde Aubineau, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, absolument. Et avec ce concept, finalement, par rapport à la grille de lecture qu'on a en France, où on va solliciter le réseau dans des contextes particuliers, dans sa trajectoire professionnelle notamment. Là, finalement, on enveloppe un plus grand nombre de parties prenantes. Ce sera aussi bien des collègues de travail que ses pairs, que sa famille. Voilà, c'est des relations qui sont plus vastes, qui vont vraiment pouvoir interagir, et on va essayer de tisser des liens étroits. Toujours à propos de ce qu'on peut trouver dans ce livre, hein, qui regorge de petites histoires qui en disent beaucoup sur les différentes cultures, vous estimez, vous, qu'il est nécessaire pour les Occidentaux de mieux comprendre la Chine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça vous semble si important ? Parce que la Chine, finalement, on la connaît très très peu, on la connaît très mal. On la lit sans arrêt dans nos journaux. Il n'y a pas un jour où la Chine ne fait pas la une de la presse, quel que soit d'ailleurs le type de rubrique. Et ce qui est important, c'est d'essayer de mieux comprendre, de mieux saisir, et pour ça, d'aller sur place, de voir un petit peu ces enjeux. La façon dont elle appréhende l'individu face au groupe. On a une lecture dans nos sociétés qui met en avant, qui célèbre l'individu en tant que tel, pour qu'il puisse se réaliser absolument. Et là-bas en Chine, la société, le collectif prend davantage de place. Je suis une personne, mais je m'inscris au sein de mon quartier, je m'inscris dans ma famille. Je suis finalement le digne héritier de mes ancêtres, de mes parents, de mes grands-parents. Et ça, c'est passionnant à voir, et ça permet de mieux comprendre finalement les liens entre les individus, la question de respect, comment on va faire pour garder la face. Voilà, donc c'est plein d'enjeux qui vont nous donner des clés pour mieux saisir cette Chine qui est aussi fascinante. Quels ont été les retours suite à la sortie de ce livre ? Philippe Branche. Alors j'espère qu'ils ont été positifs, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ces questions. Mais vous avez peut-être échangé avec certains de vos lecteurs ? Avec quelques lecteurs, et en fait ce qui a le plus intéressé, c'était finalement l'histoire des caractères chinois. En gros, le premier chapitre où en fait on s'intéresse à, on va dire, l'étymologie de l'écriture chinoise, quelque chose qui est extrêmement riche, extrêmement intéressant, qu'on n'a pas tout à fait dans notre culture occidentale, et ça c'est quelque chose, on va dire, c'était vraiment quelque chose, un chapitre de vulgarisation, mais qui a énormément plu, car c'était quelque chose de très peu connu en France. Oui, ça intrigue beaucoup cette façon d'écrire en chinois avec des idéogrammes. Voilà, c'est ça, et en fait c'est tout le sens qu'on a derrière. Je sais pas, je pense par exemple quand on dit nombreux en chinois, donc comment on l'écrit, c'est duo, premier ton, et en fait c'est 2 lunes, donc c'est une activité, donc une lune c'est quoi? C'est une journée, donc beaucoup, c'est une activité qui me prendra plus d'1 journée à faire, donc 2 jours. Donc voilà, il y a un sens qui est très riche et qui nous-mêmes peut nous enrichir sur notre propre façon de voir le monde. Voilà. Mathilde Aubineau, vous voulez ajouter quelque chose? Moi j'ai lu quelques commentaires sur le livre, sur des sites de vente en ligne, et ils étaient très positif. Écoutez, tant mieux, on l'espère. Lors des différentes présentations qu'on a pu faire à Hong Kong ou à Paris du livre, ce qui a plu aux lecteurs, c'est en effet de pouvoir apprendre ce que tu évoquais à l'instant sur les caractères chinois. On est revenu aussi sur des exemples de campagnes de communication qui ont plus ou moins bien fonctionné. Et toujours... Il faut dire que ce livre s'adresse aussi aux entrepreneurs, aux personnes qui veulent faire, par exemple, des entrepreneurs français qui voudraient faire des affaires en Chine. Absolument. Vous êtes curieux, vous avez envie d'investir, vous avez envie de tisser des liens avec la Chine. C'est un livre pour vous, en tout cas on l'espère. Donc voilà, c'est des conseils très concrets, pragmatiques. On a essayé à la fin de chaque chapitre de donner des astuces, des façons de faire et de pouvoir finalement s'approprier rapidement ce livre de conseils pratiques.
Alors, on va continuer à parler de communication. Vous avez tout à l'heure, justement, Mathilde a évoqué le fait que la Chine soit très présente dans les médias français. Qu'est-ce que vous pensez justement, du traitement de l'actualité chinoise en général et peut-être de Hong Kong en particulier dans les médias français, d'après ce que vous en voyez? Alors justement, ce sont des enjeux de communication. Quand on communique, on veut faire passer un message, mais ce qui est aussi important, c'est la réception. Comment le message va être reçu par les différents publics, et il faut prendre en compte plein d'éléments. Dans quel contexte est-ce que je reçois ce message? Finalement, quelles sont les grilles de lecture? Qu'est-ce qui va opérer? Quels sont les types de médias? Donc ça, c'est évidemment des éléments à prendre en compte. Là, par rapport à la Chine, finalement, quelle est la grille de lecture qui est mise en place? Est-ce qu'on prend en compte les différents enjeux? Est-ce qu'on essaye de nuancer les propos? Est-ce que l'ensemble des parties prenantes sont prises en compte? Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir interroger la temporalité, interroger le contexte qui est en place, le cadre aussi politique, économique aussi, pour pouvoir finalement être le plus à même d'évaluer, tout en prenant compte de la distance, des différentes appréhensions en fonction des acteurs aussi, pour pouvoir finalement faire preuve de justesse et de distance peut-être aussi avec le sujet. Oui, ben là, peut-être la question de la distance est importante. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Mathilde. Et je dirais qu'en fait, la conséquence, le corollaire, c'est que la Chine est un sujet extrêmement complexe, donc c'est très dangereux en fait d'écrire sur la Chine, très compliqué, on va dire. Je pense que personne ne comprend véritablement la Chine, c'est quelque chose de passionnant, mais en fait dès qu'on écrit quelque chose, on prend peut-être parti, ça peut être simpliste, donc beaucoup d'analyses, et c'est normal quand on s'attaque à un sujet qui est ardu, peuvent voilà, prendre des partis pour le tout. Donc voilà, le seul conseil que j'aurais de ce point de vue-là, c'est de recouper les différentes sources, notamment qui traitent de la Chine, et toujours prendre une certaine distance par rapport à ce qui est écrit de ce point de vue-là, et de se faire sa propre opinion, en fait, oui. Voilà, sur cette question complexe. Et d'y aller sans doute pour mieux. Voilà, d'apprendre le chinois si on a le courage. Enfin, voilà. Alors on l'a compris, entre vous et la Chine, c'est une histoire d'amour, mais aussi une histoire d'intérêt, puisqu'il y a aussi des opportunités professionnelles, mais avant tout une histoire d'amour, il me semble. Et c'est ce que vous essayez d'ailleurs de transmettre dans votre livre et puis dans certains des articles que vous avez rédigés. Dans un de ces articles, vous avez écrit que parce qu'on ne comprend pas la Chine, on se refuse à la connaître et à l'aimer. C'est amusant parce qu'on penserait plutôt, je trouve, spontanément les choses dans l'autre sens. Est-ce que vous pourriez expliquer cette formule? Pour donner une réponse plus directe, c'est en fait une citation que j'aime beaucoup de Confucius, donc des Analectes, et qui dit plus ou moins mieux que comprendre une chose, l'aimer. Voilà. Et c'est vraiment une phrase qui m'a marqué et sur laquelle en fait j'ai vraiment senti ça pour la Chine. Je me sens complètement, je pense pas du tout une seule minute comprendre la Chine, mais en tout cas je sais que je l'aime, et cette passion, cet amour, c'est ça qui me guide et qui guide ma curiosité pour la Chine. Parce qu'elle conserve aussi une part de mystère, et ça c'est... Voilà, c'est ça, c'est ça. Et je ne la comprends pas, et justement j'ai toujours envie de la connaître un peu plus. Voilà, de mieux la comprendre sans jamais vraiment être capable de la saisir. Dans votre livre, vous parlez aussi du fait que la Chine vous a permis de révéler l'universalité. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer à propos de ça? Elle vous a aidé à ouvrir votre regard en quelque sorte, c'est ça? Oui, absolument. Ce regard à l'aiguiser, finalement à devenir plus rigoureux. C'est intéressant parce qu'à la fois c'est la Chine, l'horizon est extrêmement vaste, et en même temps on va aussi gagner en rigueur, on va essayer, tu évoquais tout à l'heure les caractères aussi, voilà, cette forme de précision voilà, dans le choix des mots, donc, qui veut dire aussi une certaine vision, appréhension du monde. Et en même temps, ce grand prisme, cette grande grille de lecture aussi. Donc ça nous a permis finalement de se dire que les possibles sont nombreux, mais de pouvoir être encore plus exigeants. Donc voilà, il y a cette dualité qu'on a trouvée très formatrice. Philippe Branche, sur l'universalité au travers de la Chine? Non, je suis tout à fait d'accord. Et moi, je l'aurais, d'un point de vue, encore une fois, linguistique, le fait d'avoir appris le chinois m'a vraiment, on va dire, ouvert l'esprit sur en fait une autre réalité
qui est juste différente. Il n'y a pas d'opposition. Une réalité, on va dire, chinoise. Et justement, sur l'université, je pense par exemple au caractère Ren, donc de Confucius, qui veut dire humanité. Et l'humanité en chinois, comment ça s'écrit? Donc c'est un homme, donc le caractère, et puis après c'est le caractère de deux. Humanité dans le sens de la vertu. Exactement, ou l'humanité, voilà, c'est le concept de se comporter, on va dire, avec dignité. Voilà. Et donc c'est un homme et le chiffre 2, et c'est en fait la rencontre en fait de deux hommes. Donc c'est ça la façon dont on écrit le principe humanité, donc radicalement différente de notre façon de voir l'homme en tant que un. En fait en chinois c'est vraiment tourné vers l'autre. Donc cette langue a vraiment pour moi ouvert, et chaque terme chinois est lui-même, on va dire, une autre réalité que je conserve, voilà, même dans ma vie de tous les jours à Paris ou à Zurich, voilà, et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Je vais finir cet entretien sur un autre petit extrait d'une phrase que j'ai trouvée dans la préface, cette fois-ci, de ce livre, qui avait été rédigé par le président du Chinese Business Club, Harold Parizeau, et qui pose la question de savoir quand l'Europe s'éveillera-t-elle, en écho au fameux « la Chine s'éveillera » que tout le monde a en tête et qui a été utilisé à de nombreuses reprises dans des articles dans la presse française. D'après vous, il faut nous réveiller, Mathilde Aubineau? Oui, je pense que Harold Parizeau a raison. En témoigne d'ailleurs le succès des rendez-vous du Chinese Business Club. C'est une vraie préoccupation. Comment est-ce qu'on tisse des liens avec la Chine? On a cette phrase en tête, quand la Chine s'éveillera. Alors, je ne sais pas s'il faut parler au futur, peut-être c'est un futur qui se conjugue au présent depuis bien longtemps, et tant mieux d'ailleurs. Faut qu'on s'en rende compte qu'elle s'éveille, et dans plein de domaines, que ça soit les arts, la technologie, voilà, de se dire qu'est-ce qu'on décide d'en faire. Voilà, la Chine, elle avance à son rythme, on l'a dit tout à l'heure, bien plus rapidement que nous, Européens, qui bien souvent sommes dans le commentaire, dans la critique, dans la réaction, et pendant ce temps, la Chine va se façonner, continuer à avancer en silence, doucement mais sûrement. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire, nous, à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, et ça, c'est important de pouvoir se dire, on prend une place aussi pour pouvoir être un interlocuteur de la Chine. Et ça, c'est à nous de jouer, d'assumer et de décider que finalement, spectateur, c'est bien, mais il y a un moment où il faut décider d'agir et de prendre son destin en main, tout simplement. Philippe Branche, vous aurez le mot de la fin. Bon, non, mais je remercierai Harold Parizeau, et en fait, je suis tout à fait d'accord avec la phrase qui a été citée, et je dirais même qu'en fait, le club que fait Harold participe à cet éveil européen. Et justement, on peut trouver en fait dans la Chine un exemple sur lequel on peut s'inspirer pour l'Europe, dans une certaine mesure, encore une fois, pour voilà, la Chine a une énorme diversité, a plein de langues, plein de cultures, une histoire millénaire, un petit peu comme l'Union européenne. On a énormément de langues, on a énormément de cultures. Et voilà, la Chine est un État qui fonctionne, qui se développe extrêmement rapidement. Donc elle peut être une source d'inspiration pour l'Union européenne. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'on espère aussi. J'espère que cette émission aura donné envie à tout le monde de se rendre en Chine, et notamment dans la région administrative spéciale de Hong Kong. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir fait partager votre vision de la Chine, de Hong Kong. Merci Mathilde Aubineau, merci à vous aussi Philippe Branche. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Paris Studio.